Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les politiques budgétaires sont inefficaces selon la théorie classique. On rappelle que, pour les keynésiens, nous sommes dans un modèle de demande. L'offre globale s'adapte donc à la demande globale. Ainsi, il faut privilégier les politiques budgétaires car elles permettent d'augmenter la demande autonome, donc la demande globale. Pour les classiques en revanche, il s'agit d'un modèle d'offre. La production dépend du stock de capital et du niveau d'emploi déterminé sur le marché du travail. La demande globale s'ajuste à l'offre par la variation du taux d'intérêt R sur le marché des fonds prêtables. Ainsi, pour une offre globale donnée, la variation d'une composante de DG entraîne forcément une variation inverse d'une autre composante de DG, mais la demande globale, elle, ne varie pas. Nous allons, dans un premier temps, voir l'offre et la demande de fonds prêtables dans une économie avec État. On rappelle que l'épargne, notée grand S, est une fonction qui dépend du revenu disponible et du taux d'intérêt petit r. On rappelle également que le revenu disponible, noté YT, correspond au revenu du pays, Y, moins les taxes. C'est ce qu'on a après avoir payé nos taxes. On suppose que l'impôt est forfaitaire. Ainsi, si grand T, donc si les taxes augmentent, YD va baisser. On va donc assister à un pivot de la courbe S vers la gauche. Voyons cela en graphique. On a ce graphique où on va représenter l'épargne et le revenu, petit r. On suppose une première courbe d'épargne comme ça. Ici nous avons Y. Pour un taux d'intérêt donné R, nous avons ici l'épargne. Et dans cette partie, nous avons la consommation. Si maintenant T augmente, T va augmenter. Avant, on n'avait pas de T, donc on avait ce Y ici. Si T augmente, notre revenu disponible va baisser. Si on a moins de revenus disponibles, on va pouvoir moins épargner, puisque S diminue quand le revenu disponible diminue également. Donc, pivot de la courbe vers la gauche. Voilà, la courbe pivote vers la gauche. Pour le même taux d'intérêt R, on a une baisse de l'épargne et une baisse de la consommation. Petit c, enfin grand C plutôt. Voilà. L'écart correspond aux taxes, l'écart entre les deux correspond aux taxes. Ça, ce sont les taxes. Voilà. Donc on voit que quand T augmente, eh bien l'épargne va baisser et la consommation va baisser également. Voyons maintenant quand G augmente ce qu'il se passe. On sait que les entreprises font face à un besoin de financement, c'est la demande de fonds prêtables. On a donc que l'investissement est une fonction grand I qui dépend du taux d'intérêt et de E dans une moindre mesure. De E aussi, mais qui est exogène. L'investissement est donc financé par l'emprunt. L'État fait également face à un besoin de financement quand G-T est supérieur à 0, c'est-à-dire quand il y a un déficit budgétaire. Ce déficit est également financé par l'emprunt. Et on supposera toujours que G-T est supérieur à 0 dans cette partie. C'est-à-dire qu'on supposera qu'il y aura toujours un déficit budgétaire. Représentons ce que cela donne. Nous avons I plus G-T qui correspond à la demande de fonds prêtables. Nous avons toujours petit r. Prenons une première courbe où il n'y a que de l'investissement. Il n'y a que I de R. C'est-à-dire que l'État n'a pas de déficit public, l'État n'a pas engrangé de dépenses publiques. Pour un taux d'intérêt R donné, eh bien, on obtient ce niveau d'investissement. Maintenant, imaginons que l'État décide d'augmenter G. C'est-à-dire que l'État décide d'augmenter G-T. Il décide d'augmenter son déficit public. Eh bien, nous allons inciter un déplacement de la courbe de demande de fonds prêtables vers la droite.
coefficient directeur reste le même. On a une nouvelle courbe qui est I de R, plus ce déficit public, plus G moins T, puisqu'on a augmenté ce déficit public. Pour le même taux d'intérêt, on voit que la demande de fonds prêtables est plus élevée. On obtient I plus G moins T. Et la partie entre les deux correspond à G moins T. On a toujours le même investissement. Et à cela, on a rajouté une autre demande de fonds prêtables qui est le déficit public. Voyons voir maintenant comment ça s'organise tout cela. Prenons une situation initiale dans laquelle les dépenses de l'État, les revenus de l'État, donc les taxes, sont égales à 0. Il n'y a donc ni de dépenses, ni de taxes, il n'y a pas de déficit public. Et on suppose également que le revenu est égal à Y potentiel, Y pot, qui est inférieur à Y de plein emploi. Cela signifie qu'il y a du chômage, on ne produit pas au plein emploi. Graphiquement, ça nous donne la situation suivante. Là, donc nous avons notre demande, notre offre plutôt de fonds prêtables, avec S qui dépend de YT et de R, qui nous donne Y pot. Nous avons une demande de fonds prêtables caractérisée par l'investissement, I de R, donc nous avons la courbe d'investissement. Nous avons un point d'équilibre ici qui nous donne I0 qui est égal à S0. Entre les deux, nous avons Y potentiel moins I0 moins S0, ça nous donne la consommation à cette période, et nous avons également un taux d'intérêt. Voilà notre équilibre de situation de départ. Supposons maintenant que l'État décide d'engranger des dépenses publiques et décide de financer ce déficit public par l'emprunt. On a donc que G1 est supérieur à G0 et que T1 est toujours égal à 0. On a donc un financement de l'État, un financement du déficit par le biais du marché des fonds prêtables. L'État va donc devoir emprunter, il est ainsi en concurrence avec les obligations émises par les entreprises. Il va faire concurrence aux entreprises. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la demande de fonds prêtables augmente. En effet, il y avait l'investissement, on rajoute une autre demande de l'État, la demande va augmenter. Qu'est-ce qui se passe quand une demande augmente? Quand la demande augmente, eh bien, le prix va pouvoir augmenter. Il y a plus de demandes, le prix, donc ici le taux d'intérêt, peut augmenter. R va augmenter. Si R augmente, on assiste à une baisse de S, une augmentation de S, puisque S est fonction croissante du taux d'intérêt, à une baisse de la consommation, puisque la consommation est fonction décroissante du revenu, et on va assister également à une baisse de l'investissement. La baisse de l'investissement est un peu plus difficile à expliquer, mais on va voir ça sur le graphique. Enfin, non, l'investissement, non en fait, je dis n'importe quoi, l'investissement est décroissante en fonction du revenu, ça signifie en fonction du taux d'intérêt, donc quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement va baisser. On a donc également une baisse de I. Graphiquement, ça se traduit comment? Eh bien, notre demande de fonds prêtables va augmenter. Elle va donc, la courbe de demande va donc se déplacer vers la droite, comme ceci. Voilà, donc nous avons cette courbe qui correspond à I de R plus G moins T. On a bien que le taux d'intérêt a augmenté. On a également que l'épargne a augmenté. La consommation a bel et bien baissé. Et maintenant, cette partie correspond toujours à l'investissement, puisque pour ce taux d'intérêt, les entreprises vont investir ici, jusqu'ici, ne vont pas vouloir investir plus, ce ne sera pas rentable. Et l'écart entre
les deux droites correspondent au déficit public. On a bien, comme on vient de le voir, une augmentation de S puisque S1 supérieur à S0. On a bien une baisse de C puisque C1 est inférieur à C0. On a une baisse de l'investissement puisque I1 est inférieur à I0. On a bien que l'État a complètement pris aux entreprises. Il y a une éviction totale de la part de l'État. Et on remarque que contrairement aux keynésiens, la demande globale reste inchangée. Y-pot reste Y-pot. C'est simplement les composantes qui ont bougé entre elles. Mais la demande n'a pas changé puisqu'elle s'ajuste à l'offre globale et que l'offre globale n'a pas changé. Reprenons maintenant la même situation de départ. Donc le même graphique avec notre demande, notre offre de fonds prêtables ici, S qui dépend de Y de 2R, avec Y-pot ici. Notre demande de fonds prêtables ici, I de R, qui nous donne I0 égale S0, la consommation, c'est 0, et un taux d'intérêt R0. Maintenant, supposons que G1 est supérieur à 0, c'est-à-dire encore une fois que l'État va engranger les dépenses. Sauf que ce coup-ci, il ne va pas vouloir le financer via le marché des fonds prêtables, il va vouloir le financer via l'imposition. Il va donc augmenter l'imposition. On a donc T1 qui est égal à G1. On n'a pas de déficit public, on reste à l'équilibre budgétaire. Dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a moins de demandes, on a moins d'offres, excusez-moi je confonds, on a moins d'offres de fonds prêtables. Pourquoi? Parce que si T1, si T1 est supérieur à 0, eh bien YD va baisser. Comme on l'a vu, YD c'est Y moins T, si T augmente, YD va baisser. Si YD baisse, l'épargne va baisser, l'épargne va baisser, la consommation va également baisser puisque YD a baissé, et l'investissement va également baisser, puisque le taux d'intérêt va augmenter, puisqu'il y a moins d'offres, le prix va augmenter, puisque la demande sera supérieure à l'offre, le prix va augmenter, donc R va augmenter, donc l'investissement va également baisser. Sur le graphique, ça donne la situation suivante. On a un déplacement vers la gauche, la courbe d'offres de fonds prêtables. On a bien le taux d'intérêt R1 qui est supérieur à R0. On a effectivement S1 qui est inférieur à S0. On a YD qui est inférieur à Y-pot. Donc une consommation C1 qui est inférieure à C0. L'écart entre les deux courbes, eh bien, c'est les taxes, c'est T1 qui, on le rappelle, est égal à G1. Donc l'écart, c'est T1 ici. Et on a également ici, donc ici nous avons C1. Et entre les deux, nous avons l'investissement. Et nous avons bien I plus C plus G qui est égal à Y. On retrouve bien toutes nos égalités normalement. On a bien l'investissement qui a baissé, la consommation qui a baissé, l'épargne qui a baissé. Encore une fois, on a un effet d'éviction de la part de l'État. La demande n'a pas changé, Y-pot reste toujours pareil. C'est le revenu disponible qui a changé, mais la demande reste la même, la demande globale, puisque l'offre globale n'a toujours pas changé. En conclusion, on peut dire que pour Keynes, il n'y a pas de problème, car l'augmentation de G va faire augmenter Y, ce qui permettra par un effet multiplicateur d'augmenter l'épargne. Les capacités de financement vont s'ajuster aux besoins de financement grâce à l'ajustement du revenu. En revanche, pour les classiques, il y a un véritable effet d'éviction, car l'augmentation des dépenses de l'État pose un problème de financement, puisque cela fait augmenter R, le taux d'intérêt, soit par l'augmentation de la demande de fonds prêtables, soit par la baisse de l'offre de fonds prêtables.
Or, cela va entraîner une baisse de la consommation et de l'investissement, notamment. Donc dans tous les cas, la demande globale va s'ajuster à l'offre globale. Il n'y a pas d'effet à court terme sur Y, sur le travail ou sur le chômage dans la période courante. Cependant, on peut relever des effets négatifs sur la croissance économique future. En effet, une baisse de l'investissement fait que la hausse de cas dans le futur sera plus faible. Or, si la hausse de cas est plus faible que ce qui est prévu, il y aura moins de travailleurs que prévu, et donc plus de chômage que prévu. On a des conséquences négatives sur le futur, mais pas sur la période courante.